Pourquoi les images? Pour dire votre univers le plus intérieur? Mais c'est à cause de ce salaud de Godard, je serais bien plus tranquille sans lui. Si j'avais pas pu vu Pierrot le Fou, j'aurais jamais fait une image. Et alors, je serais devenu écrivain, c'était ce que je voulais faire avant. Et alors, à cause de lui, j'ai dû me fatiguer à faire toutes ces images, parce que c'est lui qui m'a donné l'envie de faire des films. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids, bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 17. Cette semaine, diffusion d'un entretien avec Claire Atherton, chef conteuse notamment pour Chantal Akerman. Cet entretien a eu lieu le samedi 30 octobre dernier dans le cadre du week-end Akerman, en ouverture du mois du doc à la salle de la Cité à Rennes, organisée par l'association Le Comptoir du Doc. Cet entretien a été mené par Carla Letouzé et Justine Alléron. La prise de son et le montage ont été assurés par Samuel Chastan et le mixage par Valentin. Bonjour Claire Atherton et merci de nous accorder cet entretien à l'occasion du cycle de films autour du cinéma de Chantal Akerman organisé par l'association Comptoir du Doc dans le cadre de l'ouverture du mois du Doc à Rennes, à la salle de la Cité où nous sommes actuellement. Vous êtes monteuse, vous êtes enseignante, vous avez entretenu une longue et très dense collaboration avec Chantal Akerman à la fin des années 80 jusqu'en 2015. Et ce sera le propos de notre entretien aujourd'hui. Donc, afin d'introduire cette discussion sur son travail, peut-être pourriez-vous commencer par évoquer votre rencontre avec Chantal Akerman. Il me semble que la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'était sur un tournage, celui de Letters Home, pour la télévision en 86. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé à établir une collaboration autour du banc de montage à la fin des années 80 ? En fait, déjà bonjour et merci de cette invitation. Je suis ravie d'être ici et à Rennes, et je suis ravie aussi qu'il y ait un intérêt et une lumière faite sur le travail de Chantal dans ce qu'on appelle le documentaire. J'ai toujours du mal avec ce terme parce que dans le documentaire, il y a documenter et je ne suis pas sûre que le documentaire soit simplement là pour documenter. Mais en tout cas, il y a de la part de Comptoir du Doc une envie de montrer le travail de Chantal, qui est peut-être pas le plus connu et le plus à la lumière habituellement. En général, quand il y a des rétrospectives de Chantal, il y a forcément Jeanne Dielman, qui est un film magnifique et d'une force incroyable, mais qui est très très souvent montré. Et Je tue Hillel et les grands connus, ce que j'appelle moi les blockbusters de Chantal Akerman. Et là, tout à coup, il y a une lumière faite sur des films un peu moins connus. Bon, Dest est quand même très 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 souvent montré, mais les deux autres documentaires de ce qu'on appelle la trilogie Sud et de l'autre côté sont pas si souvent que ça partagés. Peut-être aussi parce qu'ils sont, en tout cas pour Sud, filmés en vidéo, c'est moins noble, ça fait pas l'objet de restauration comme on aime faire aujourd'hui. Et du coup, c'est un peu ils sont un peu laissés de côté. Et là, le fait que il y ait cette envie, ce désir, ce mouvement vers ce travail-là de Chantal, moi, ça me ravit parce que on peut. Enfin, moi, ça m'arrive quand même souvent d'être un peu déçue par les films documentaires qu'on voit aujourd'hui, qui prennent pas toujours autant de risques que ce que je voudrais, que j'espérerais, disons plutôt, qui sont un peu peut-être un peu trop sages. Et c'est sans doute ça arrive que ça soit justement lié au montage, parce qu'en tournage il y a toujours quelque chose qui nous échappe, qui échappe aux créateurs, aux réalisateurs, et en montage en montage on peut plus contrôler ce qu'on fait.
enfin, on pense que c'est là qu'il faut contrôler, et quand le contrôle arrive, le film s'échappe en fait. Et c'est pour ça que je dis que nous, monteurs, on a une grande responsabilité d'aider les films à trouver leur voie et à exister chacun dans leur singularité. Voilà, c'était donc une longue réponse qui n'est d'ailleurs pas une réponse à votre question. Pour en revenir à ma rencontre avec Chantal, ça a été à l'occasion d'un film qui n'est d'ailleurs justement pas un documentaire, mais c'était effectivement lors d'un tournage. Alors c'était pas un plateau télé en fait, c'était en fait une captation d'un film, non, pas du tout, une captation d'une pièce de théâtre dans laquelle jouaient Delphine Seyrig et sa nièce Coralie Seyrig, et cette pièce avait été construite autour de l'œuvre de Sylvia Plath. Et c'est alors la télévision, c'était Antenne 2, je crois même à l'époque, qui avait demandé à Delphine Seyrig donc l'autorisation de tourner un extrait pour en faire une publicité pour passer sur France 2. Et Delphine avait donné comme condition que ce soit Chantal Akerman qui filme cet extrait. Elle faisait absolument pas confiance à la télévision, et elle avait rencontré Chantal des années auparavant, et elle aimait son rapport à l'image. Donc du coup, Chantal était censée faire cette captation. Et moi, travaillant au centre Simone de Beauvoir, étant jeune technicienne au centre audiovisuel Simone de Beauvoir, dont Delphine Seyrig a été la présidente, j'ai reçu un coup de téléphone de Delphine me demandant d'accompagner Chantal Akerman pour faire cette captation. Et du coup, pour moi, oui, j'avais vu Jeanne Dielman, mais j'étais pas dans une idéalisation, j'étais pas dans une vénération de Chantal Akerman comme des gens peuvent l'être et l'étaient déjà à l'époque. Et je crois que ça a beaucoup joué aussi dans notre rencontre, parce que Chantal a jamais aimé cette façon dont on pouvait la regarder un peu ébahie et muet d'admiration. Elle n'aimait pas ça du tout. Moi, j'étais très voilà, j'étais pas là-dedans, pas dans la fascination. Voilà, c'est ça qu'elle aimait pas, c'est la fascination. Et du coup, je suis allée la chercher, je crois, ouais, parce qu'elle habitait pas loin du centre Simone de Beauvoir, dans le 14e arrondissement de Paris. Et ensuite, on a été chercher le matériel au centre Simone de Beauvoir. Oh, j'ai dû faire le contraire quand même, j'ai dû aller chercher le matériel avant elle. Et après, on a été ensemble au théâtre, petit théâtre de Paris, c'était rue Blanche, près de Pigalle. Et je me souviens d'ailleurs que j'ai demandé à Chantal si elle avait le permis quand je conduisais, et si elle conduisait, si elle avait le permis. Elle m'a dit non, heureusement. À l'époque, j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire. Plus tard, j'ai peut-être eu des pistes pour comprendre mieux, parce qu'elle avait surtout en voiture une sorte d'impatience qui pourrait éventuellement être dangereuse parfois. Enfin, voilà, on est arrivé, j'ai mis le matériel en place, voilà, j'ai mis la caméra sur le pied, il y avait du public, hein. Et puis j'ai installé, moi j'étais pour faire le point, et elle était censée cadrer. Et puis juste au moment où elle devait filmer, vraiment 30 secondes avant le début, à peine, elle m'a dit vas-y, filme-toi, je suis mal installée, je préfère que ce soit toi, je te ferai le point. Et c'est là que je dis, moi, je n'étais pas dans la fascination, je n'étais pas dans l'immobilisation. Enfin, c'est pas immobile d'admiration. Ça s'est fait dans l'urgence un peu spontanément. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai filmé sans vraiment me rendre compte de ce qui m'arrivait. Et du coup, je me suis laissée aller à ce que je ressentais. J'avais pas la pression. Peut-être que si j'avais su depuis la veille que j'allais tourner pour Chantal Akerman, j'aurais eu le temps de me faire des histoires. Et là, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas ma nature non plus, mais quand même, j'ai pas eu le temps. Et du coup, il y a eu quelque chose de très, très immédiat, de très fort qui s'est passé entre nous. À chaque fois que j'allais pour m'approcher de Chantal, de Delphine ou de Coralie, ou que je panotais, elle allait me le dire. Enfin, il y avait quelque chose de très, très simple et très immédiat entre nous qui s'est passé. Et voilà. Et du coup, après, elle est allée voir elle est allée voir Delphine sur scène à la fin. Et elle a demandé votre contact pour entretenir un lien de travail. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, cette rencontre, elle se fait avec une caméra en main. Enfin, je veux dire, vous faisiez le cadre.
comment est-ce que finalement, après, le lien a fait que elle vous ait proposé peut-être de vous rencontrer autour d'un montage? Est-ce que vous vous souvenez de c'était quoi le projet? Je sais pas exactement en fait. Je crois que l'idée de Chantal, c'était qu'elle voulait qu'on travaille ensemble. Mais après, faire quoi? Je pense que c'était pas tellement clair dans sa tête. C'était, elle a dit, ouais, vous dites, elle a demandé mon contact, mais c'est marrant parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais là, c'était 84. Moi, j'avais 21 ans. Elle a juste dit c'est qui cette petite. Mais vous étiez déjà monteuse ou bien vous aviez pas Moi encore j'étais trouvé... technicienne, donc je faisais des vidéos, donc je faisais du montage, je faisais ce qu'on appelle des conformations, c'est-à-dire je refaisais les montages qu'avaient fait d'autres gens en copiant, enfin, c'est un truc très technique. Je faisais de l'assistanat de tournage, je faisais du son, je faisais voilà, j'aimais la technique et j'aimais les images, en gros. J'aimais aussi le son, peut-être pas de la même façon, mais j'aimais aussi le son, dans le sens où le son, souvent quand on faisait le son, on était aussi dans un espèce de... On portait le matériel, on assistait, quoi. C'était être avec. Mais non, j'étais pas vraiment monteuse, mais... Et Chantal, ce qu'elle voulait, c'est qu'on travaille ensemble. Et du coup, après ça, après cette captation-là, qui d'ailleurs n'a pas été... c'était un très très important moment. La captation elle-même n'a pas été géniale. Moi, mes mouvements de caméra n'étaient pas forcément extraordinaires et c'était pas toujours net. Je sais même plus si c'est passé à France 2, ça a dû leur suffire, mais bon, enfin voilà, les choses souvent ont des conséquences qui sont au-delà de la raison pour laquelle elles sont faites en fait. Et après ça, on a... alors, elle a voulu découvrir la vidéo, donc on a fait pas mal de petits courts-métrages en vidéo où je faisais tout en fait. Je faisais l'image et le montage, le son. C'était du bricolage. C'était un moment où Chantal n'avait pas de grands projets. Et elle aimait, de toute façon, elle a toujours aimé découvrir des nouveaux territoires. Ouais. Et du coup, elle aimait ça, la vidéo. Elle a toujours aimé aussi qu'on fasse tout nous-mêmes. Et là, elle découvrait ça et elle était heureuse. Et du coup, on a fait un petit film. On a fait plusieurs petits films assez peu connus. Rue Mallet Stevens. On a fait Histoire d'un marteau. On a fait un film aussi sur un spectacle. J'ai oublié le nom, Marguerite Paradis, mais qui a été perdu celui-là. Voilà, j'ai la mémoire un peu qui flanche, mais on a fait pas mal de petites choses jusqu'au moment où elle a retourné, elle a fait un vrai film autour de Letter's Home. Et on avait eu le temps de se connaître, on avait eu le temps d'avoir aussi des expériences de montage ensemble. Et elle a fait pas autour de Letter's Home, elle a fait un nouveau vrai film basé sur Letter's Home, en refilmant, découpant la pièce, etc. Et là, en fait, au moment où elle tournait, moi, comme j'étais en formation professionnelle à Vaugirard, ce qu'on appelle aujourd'hui Louis Lumière, j'étais en train de passer le concours. Et du coup, je ne pouvais pas aller au tournage. Et du coup, je ne sais pas si elle m'aurait demandé de faire l'image, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, elle m'a demandé C'est vrai que je n'ai même pas pu être présente au tournage, mais elle m'a tout de suite demandé si j'étais d'accord pour monter ce film-là. Et à partir de là, donc ça c'était 86, c'était 2 ans après. Et à partir de là, il y a eu quelque chose au montage qui était évident entre nous, qu'on voyait pareil, qu'on sentait pareil, qu'on voulait continuer ensemble, quoi. Alors pendant un temps, j'ai monté que ces vidéos. Elle a continué à monter les fictions un peu plus classiques avec Francine Sandberg. Moi, j'avais jamais monté en film à l'époque. Donc, et puis à un moment donné, puis elle aimait bien faire des choses plus expérimentales avec moi, des choses un peu plus étranges. Et puis à un moment donné, elle m'a demandé d'apprendre le montage film. Voilà. Donc on peut peut-être revenir assez brièvement sur l'œuvre de Chantal. Et du coup, quand vous évoquiez tout à l'heure le côté où, en tout cas chez nous, ou en tout cas dans un cercle, on n'a pas envie de la sacraliser, et visiblement, elle non plus n'avait pas envie de ça. Elle a toujours cherché à expérimenter beaucoup de choses. Donc, elle est quand même à l'origine d'une œuvre qui est vraiment protéiforme.
Elle s'est vraiment essayée à tout. Donc on l'a dit, donc le court-métrage un peu expérimental, donc dès le début avec Saute ma ville, avec La Chambre, où elle se met vraiment en scène elle-même et elle est dans une recherche un peu d'un film essai. Après, elle est aussi passée beaucoup par la fiction dramatique. Donc là, on pense évidemment à Jeanne Dielman. On pense aussi à beaucoup d'autres films comme Histoire d'Amérique. Il y a également les comédies romantiques qu'elle a essayé de faire. Donc là, elle en parle souvent, qu'elle a fait ce film pour son père. Finalement, son père est décédé avant, donc il n'a pas pu le voir, donc qui est Un divan à New York. Il y a les comédies musicales, donc Golden 80s. Il y a les films adaptés des grandes œuvres littéraires, donc La Captive, donc adaptée de Proust, et La Folie Almayer, qui est adaptée de Conrad. Et elle s'est enfin essayée au documentaire, donc dans une forme qui lui est très propre, qu'on pourrait qualifier d'assez radicale, avec la trilogie d'Est, Sud et de l'autre côté. Et son geste à travers ces documentaires relève à la fois d'une soustraction à l'esthétique, donc on est quand même quelque chose d'assez minimal, d'assez formellement très particulier, mais aussi d'une démarche anthropologique. Donc à travers cette démarche dense, cette œuvre polymorphe et hétérogène et assez complète, il y a quand même un fil conducteur que nous, en tout cas, on relève dans ces films, qui semble la drainer. Et il est toujours question de l'hybridation entre le lien qu'elle a avec son histoire familiale et personnelle, le lien qu'elle entretient évidemment avec la Shoah, mais aussi les liens qu'elle entretient avec le monde qui l'entoure et dans lequel elle vit, donc dans les rapports sociaux, dans les rapports de pouvoir, dans les rapports des corps aux espaces. Il y a quelque chose de l'ordre de la dualité entre son intériorité et l'extériorité. Est-ce que la démarche était des fois préméditée, ou est-ce que c'est vous, après, au montage, où vous donniez forme à quelque chose de beaucoup plus personnel et à la fois aussi porté vers l'extérieur? Est-ce qu'il y avait une intellectualisation, en somme, une conceptualisation de la volonté de faire, ou est-ce que justement il y avait quelque chose de beaucoup plus instinctif? Non, il n'y avait pas d'intellectualisation ou de conceptualisation. C'était très, très instinctif. C'est-à-dire que je pense qu'on a inventé quelque chose avec Dest, en tout cas dans notre parcours. Hein, je ne dis pas ça, c'est sûr. Mais je ne pense pas que c'est moi qui ai... Enfin, c'est toujours compliqué à dire, parce que parler du montage, j'allais dire... Oui, on crée au montage, bien sûr. Après, on crée en fonction de ce qui existe. On crée avec ce qui existe. Le montage, c'est faire avec, en donnant corps, en donnant vie. C'est pas on va triturer la matière pour aller vers tel concept esthétique. En fait, c'est un agencement des plans, des durées, des matières qui, tout en respectant certains liens organiques qui existent déjà entre les plans, entre les images, fabrique un film. C'est vraiment la base de mon travail, la base de mon rapport à la matière filmique. Et c'est aussi... j'allais dire juste... c'est la base de mon... C'est la base de mon rapport à la matière filmique, et je crois sans doute d'ailleurs que ça me vient de moi, mon intérêt pour l'écriture chinoise et le taoïsme, où il y a dans l'écriture chinoise l'association d'images qui crée des significations, et dans le taoïsme l'idée que le vide est l'endroit où les significations émergent, donc où l'espace est nécessaire. L'espace est vital. C'est même l'espace où les souffles vitaux se rencontrent. Le vide, c'est cet espace-là. J'ai jamais parlé de ça avec Chantal, mais quand j'ai rencontré Chantal, j'étais habitée par tout ça. Et elle venait d'ailleurs, elle avait son trajet à elle avait déjà travaillé sur le temps, parce que forcément, c'est évident, quand on voit ces films qu'elle a fait avant qu'on se rencontre, c'était là chez elle avant. Mais il y a eu, comme ça, la rencontre de deux perceptions, de deux façons d'être au monde, à la fois intimes et physiques, qui ont pu
pu donner corps à ces films sans du tout qu'on se rende compte de l'importance de ce qu'on était en train de faire. Et d'ailleurs, je m'en rends compte, même, je pourrais presque dire que je m'en rends compte plus aujourd'hui, tous les jours, quoi. Je veux dire, c'est pas... c'est comme si à chaque fois que je redécouvrais le film, à chaque fois aussi que j'en parle, que j'ai des échanges avec des gens à propos de ce travail-là, je me rends compte à quel point il y a des ramifications, des choses importantes qui se sont passées à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on avait la sensation, en discutant avec Justine, que ces images, en tout cas ces choses, ces jaillissements, arrive aussi presque malgré elle, en fait. Enfin, la manière dont elle pose son cadre, la manière dont elle capture des événements infimes du quotidien, que ce soit oui, on pense évidemment à Jeanne Dielman, ces temps longs comme ça, au moment de repas qu'elle partage avec sa mère dans son dernier film. Finalement, même la bataille qu'elle semble mener au sein du quotidien, dans son premier film Saute ma ville, finalement on a la sensation que ces choses-là deviennent possibles parce que même elle, peut-être elle n'en avait pas conscience. Enfin, c'est quelque chose qu'elle porte tellement fort en elle, ces récits, qu'ils trouvent la possibilité d'émerger. Du coup, on a la sensation que ça donne lieu à des dispositifs comme ça qui reviennent, que ce soit dans ces lieux intimes, mais aussi dans ses déplacements, ce qu'elle a pu faire dans son premier déplacement d'ailleurs avec News from Home, où elle réinterroge comme ça son récit avec les lettres que lui envoie sa mère, ou aussi la trilogie, la manière dont elle trouve le moyen de déplacer cette histoire qu'elle porte en elle, qui était celle de la Shoah et qu'elle va rencontrer dans les pays de l'Est, mais aussi comment elle trouve d'autres récits avec de l'autre côté ou dans le Sud. Finalement, elle filme tout ça avec un rapport qui nous semble assez frontal, et on se posait la question, est-ce qu'elle avait une confiance totale en ce que le réel était capable de révéler, ou bien est-ce qu'elle cherchait à créer des situations qui permettent de laisser jaillir ces choses qui, d'un prime abord, peuvent paraître insignifiantes, ces temps longs J'ai un peu envie de dire les deux, mais je voulais d'abord juste rebondir. Je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit sur le fait que les choses arrivaient malgré elle. Et ensuite, un petit peu plus tard, vous avez parlé du fait qu'elle n'en avait pas conscience. Alors, je crois que c'est très vrai qu'elle n'en avait pas conscience, et que c'est... ce qui ne veut pas forcément dire que c'est malgré elle. C'est peut-être malgré, de manière pas forcément contrôlée. Mais où est-ce qu'on est en fait, nous ? Est-ce que c'est pas justement dans ce malgré elle qu'est sa propre vérité ? Est-ce qu'on n'est pas plus vrai à cet endroit-là que quand on laisse jaillir de nous, du coup ça jaillit peut-être moins, ça sort, quelque chose de beaucoup plus contrôlé. Donc je ne sais pas si c'est malgré elle, si je veux vraiment jouer avec les mots. C'est peut-être justement quelque chose qui jaillit, comme vous dites, et qui est très, très vrai, qui n'est pas au contraire d'elle, qui est justement elle. Et c'est cette façon d'être vraiment profondément elle qui fait que c'est elle de manière très pure, très essence. C'est comme si c'était son essence. Et à partir du moment où on parle de son essence, c'est son essence humaine en fait, et du coup l'essence humaine on peut la partager. On peut pas forcément partager toute son histoire, mais on peut partager quelque chose de son essence. Voilà, ça c'était juste pour rebondir sur ce mot malgré elle qui m'a questionné pendant votre question, et pour arriver et pour répondre à la suite. Je pense qu'elle avait une grande confiance dans ce qui pouvait advenir, ce qui pouvait arriver au moment d'un tournage. De la même façon, d'ailleurs, je sentais cette même confiance, elle, en tournage. Je sens que j'ai la même confiance en montage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on se dit, il suffit d'être là, vraiment,
présent, d'avoir cette espèce de présence et d'être prêt à être dans l'expérience sensorielle, et les choses viennent. C'est pas par la volonté et par la torsion, exactement. Par contre, la deuxième partie de votre question, c'était est-ce qu'elle mettait en place quelque chose pour ? Oui. Mais on met en place quelque chose, c'est un mouvement, on va là-bas, on y va, on répond. Ça, c'est en tournage, quand elle a été attirée par l'Europe de l'Est, elle avait senti quelque chose de familier, elle y est retournée, donc elle a évidemment créé une situation pour qu'il se passe quelque chose, mais sans contrôler, sans déterminer à l'avance ce qui allait se passer. Il y avait toujours quelque chose qui l'attirait, qui la faisait aller vers. Pour Sud, ça a été le silence angoissant du Sud des États-Unis. Comment est-ce que ce silence fait penser nous ramène à une espèce d'angoisse contenue portée par les paysages. Elle a voulu aller interroger ça, filmer de plus près, aller voir. Et d'ailleurs, elle est partie au départ, c'était des repérages, donc elle ne savait même pas que ça allait devenir un film. Donc, elle est partie avec de la DV. D'ailleurs, on voit dans le film, il y a des cadres qui sont... Et c'est très fort de la part d'une cinéaste si admirée pour son génie formel, d'arriver à faire des plans grandes focales, courtes focales, je veux dire, un peu déformés à cause justement de l'objectif, et de ne pas s'arrêter là. Et puis, bon, pour parler du troisième film de ce qu'on appelle la trilogie, de l'autre côté, c'était aller voir ces gens qui avaient décidé de faire la loi tout seuls et de chasser les immigrants à coups de fusil, aller les voir de plus près et interroger cette peur, en fait, qui... À ce propos, on évoquera cette question plus tard, mais dans le 25e moniteur de l'installation d'Est au bord de la fiction, elle parle de la scène primitive et de cette recherche, en tout cas de cette scène primitive qui l'habite. Et en tout cas, dans les films qu'on a évoqués, on a vraiment la sensation qu'elle construit une dialectique entre le passé qui va se manifester dans le présent, et qui donne lieu à des images évocatrices. Donc, on parlait de Sud à l'instant. Quand elle filme, ça revient souvent d'ailleurs dans les entretiens, mais cette question, par exemple, de l'arbre porteur de présence invisible, en l'occurrence des pendus, donc ça, c'était pas du tout prémédité, c'est des choses qui arrivaient comme ça. Il y a quelque chose de très instinctif, finalement, dans la manière dont elle a conscience d'une histoire et comment est-ce qu'elle la remet en perspective du présent, toujours avec cette scène primitive qu'elle porte en elle, ce récit. Est-ce que c'est venu, par exemple, cette question de laisser de la durée sur ces plans d'arbres, ou c'est dans le sud, ou dans l'autre côté, ces travelling longs comme ça sur ces murs qui évoquent aussi des images de motifs de camps de concentration. Est-ce que c'est venu naturellement au montage ? Est-ce que c'était prémédité de laisser cette place ? Le mot prémédité me gêne. Est-ce que vous en avez discuté à l'avance ? Non, absolument pas. Non. Après, je peux pas dire que ça a été... je veux dire, c'est évident que c'était là quelque part, puisque sinon elle n'aurait pas filmé ça. Le montage, encore une fois, on fait avec ce qu'il y a. Et avec ce qu'il n'y a pas aussi. Le montage, on travaille l'absence aussi. Parfois, tout un film est construit autour de l'image manquante. Donc, mais c'est une façon... l'image manquante, elle est là. Il y a le fait qu'elle soit manquante est là. Donc, du coup, on travaille avec ça. Donc, on travaille avec ce qu'il y a, donc c'était là. En même temps, c'était pas prémédité. C'est-à-dire, elle s'est jamais dit, pour Sud, par exemple, je vais aller filmer un arbre pour montrer que... Par contre, elle a eu la sensation qu'elle était obsédée par ce silence et l'angoisse qu'on ressentait à travers ce silence et qui faisait remonter des images de l'histoire. Comme si... Et du coup, elle a voulu aller
expérimenter ça, voir de plus près. Après, quand on a travaillé, on ne s'est pas dit beaucoup de choses, sauf qu'on écoutait beaucoup Strange Fruits, la chanson, et qu'on s'était à un moment même posé la question de si elle serait dans le film. Mais quelque part, on savait qu'elle ne serait pas dans le film, mais on avait justement besoin de ne pas être sûr, de ne pas savoir. À partir du moment où on commence à dire où on veut aller en montage, on casse tout. Mais même pas seulement en montage. On casse tout parce que c'est comme si, du coup, le chemin était déjà presque tracé. Du coup, après, on voit plus les images comme des formes vivantes. On les voit comme des façons d'arriver à. Du coup, on parlait pas exactement de ce qu'on, on disait pas exactement ce qu'on voulait faire. On essayait. Et en écoutant Strange Fruit, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le film commençait à exister et qu'il n'y avait pas Strange Fruit, mais il y avait les arbres et il y avait du coup les mots de la chanson qui résonnaient sans qu'on la mette. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Par rapport à Dest, alors là, pour le coup, je le disais juste à la présentation du film, on n'a jamais évoqué les camps de concentration. Jamais. Chantal n'en a jamais parlé. Elle a été filmée parce qu'elle était attirée par quelque chose de familier, comme si elle reconnaissait quelque chose là-bas. Elle avait fait un voyage en Europe de l'Est avant et elle voulait aller se rapprocher de cette sensation de familiarité, retrouver ces gens. Elle avait l'impression que c'était les mêmes personnes que sa mère et ses amis. Qui étaient de mémoire commune, peut-être. Voilà, une espèce de... Et du coup, et puis elle a dit qu'elle avait envie d'aller filmer tout ce qui la touchait, des gares, des arbres, des routes, des champs de pommes de terre, tout, et des visages. Et voilà, elle a été filmée tout ça, et quand elle est revenue, on a regardé les images et on parlait des couleurs, de la beauté, des formes géométriques, on parlait du son aussi beaucoup, on parlait des crissements des pneus, on parlait des contrastes, on parlait vraiment en termes plastiques enfin en termes organiques, quoi. On parlait jamais... Et je crois que si on avait parlé plus si on avait dit ce que ces images nous évoquaient, ça nous aurait bloqué. Donc, et jusqu'à la fin du film, on n'a pas dit. Il y avait un espèce de mystère qui planait comme ça dans la salle de montage. Et c'est au moment où on a fait l'installation. Donc l'installation, c'est donc la première installation que Chantal a faite. C'était 1 an après le film. Et on a d'abord monté les 24 moniteurs, ce qui a été un travail qui était assez jouissif, et on découvrait aussi tout à coup de monter dans l'espace. Donc c'est comme si on ajoutait une deuxième dimension au montage. Donc tout ça était très, très dans le plaisir. Et puis on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose. Peut-être parce que justement, il y avait pas la montée dramatique d'un film qui est tendu parce qu'il a un début, un milieu, une fin. Il y avait cette espèce des 24 images étaient en boucle, et du coup, c'est comme s'il manquait quelque chose pour pas un aboutissement, mais une ouverture à la fin, quelque part, quelque chose auquel on pouvait arriver et dont on pouvait repartir. Et c'est là qu'on a pensé à cette 25e image. Enfin, on n'a pas pensé à la 25e image, en fait, pour être précis. On a pensé à un deuxième espace auquel le spectateur pourrait arriver après avoir traversé les 24 autres. Et c'est à ce moment-là que les mots sont arrivés, et c'est à ce moment-là que le texte... que Chantal a dit ces mots que vous citez, et qui sont devenus les mots de la 25e image, on l'appelle maintenant.
Et c'est à ce moment-là que Chantal a mis des mots sur ce que ces images nous évoquaient. Mais elle n'a pas été là-bas en se disant je vais retrouver des images de camps de concentration. Voilà. Là, dans ce que vous avez dit avant, justement, sur le temps long qui permet un peu de faire jaillir quelque chose du réel et qui va servir de matière brute après, que vous agencez avec Chantal une fois que tout ça est dans la boîte. Il y a quand même quelque chose qui persiste dans les films d'Ackerman, c'est vraiment la place laissée au spectateur. Justement, dans ces temps un peu vides ou d'apparence vide, le spectateur est quand même actif. C'est-à-dire qu'il va chercher à comprendre ce qui l'intéresse lui et comment il peut se mettre en mouvement par rapport à ça. Et vous, je voulais du coup savoir, enfin Carla aussi évidemment, comment, c'est vrai que oui, du coup, comment vous avez participé, là on a eu quand même quelques clés de réponse, mais comment vous avez participé à cette posture que Chantal dit éthique, c'est-à-dire de pouvoir laisser le spectateur voir quelque chose qu'il a déjà vu pour qu'il la voie vraiment comme si c'était la première fois et qu'il puisse se poser des questions, qu'il puisse se dévoiler au monde ou en tout cas qu'il puisse... Voilà. Comment vous, à travers le montage, vous arrivez à mettre en place cette posture éthique qui était visiblement là dès la matière, mais comment vous la continuez après au montage ? Je ne sais pas exactement dire comment, mais ce que je peux dire, c'est que cette posture éthique, pour moi, elle était naturelle. C'est-à-dire que elle est naturelle. C'est-à-dire que c'est... en fait, je ne sais même pas si je l'appellerais une posture éthique. Moi, c'est la seule façon dont je peux recevoir et travailler des images. C'est c'est ça qui me fait vibrer en fait. C'est de pas les enfermer et c'est de les mettre ensemble de manière à ce que des significations puissent en émerger. Dès qu'on essaye d'enfermer une image dans un propos, je suis en fait tendue, ça me crispe. Mais c'est vrai c'est vrai même sur la façon de raconter une histoire. Dans ma vie en général, je suis très attachée à la précision. J'aime pas les choses qui sont floues parce que qui sont confuses, pas floues. Parce que je trouve que la confusion mène au chaos. Par contre, j'ai du mal à ce qu'on raconte une histoire en caractérisant de manière trop définitive les événements ou les gens ou les scènes. J'ai toujours envie de dire non, mais pas vraiment. Attends, c'est en mouvement, c'est pas si clair que ça. Alors c'est cette précision là de justement pas rendre clair sur quelque chose qui l'est pas ou quoi. Et c'est voilà, donc du coup c'est même pas une position éthique, c'est un positionnement dans la vie, c'est une façon d'être au monde. Et il y a quelque chose il y a quelque chose qui va peut-être vous paraître anecdotique, mais il y a plusieurs choses qui m'aident et qui sont mais la première chose à laquelle j'avais pensé, c'est que je suis quelqu'un qui n'a absolument pas le sens de l'orientation. Et pendant longtemps, ça m'a perturbée parce que j'avais l'impression que c'était un défaut. Et du coup, je me perdais dans des situations un peu ridicules. Genre, j'étais au jury, la première fois que je suis allée à la Fémis au jury, je suis sortie pour aller aux toilettes, je suis rentrée. Et puis, quand je suis sortie des toilettes par la mauvaise porte, il y avait 2 portes et je me suis perdue et je cherchais le jury. On me disait, mais c'est privé. Je suis partie du jury et les gens me disaient, mais oui, mais pourquoi vous êtes sortie? Je disais, je suis aux toilettes, mais alors pourquoi vous venez pas? Je me suis trompée de porte. Enfin, c'est ridicule. Et du coup, j'étais tout le temps un peu gênée avec cette histoire. Et puis, en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait cette perte, cette faculté de se perdre à l'intérieur des images que je montais, ça de pas savoir exactement quels sont les axes, etc., où est-ce qu'on est, quel est le point de vue, etc., faisait que j'arrivais à créer un nouveau chemin du film, une nouvelle géographie du film dans l'espace, et que ça justement, ça contribue à la
construction du film dans cette philosophie-là de laisser les choses apparaître d'elles-mêmes et se construire chez le spectateur. Ça ne veut pas dire que nous, on ne fait rien, évidemment. Hein. Ça veut dire qu'on donne la possibilité d'eux. Et bon, il y a d'autres choses, c'est que j'oublie aussi, chacun a ça, hein, on a des facultés de souvenirs et d'oubli qui sont très variables. Et moi, je suis capable d'oublier très, très facilement par exemple, j'ai monté 5 plans, je peux le lendemain plus savoir les 5... Parce que je ne les ai pas montés de façon où je me suis justement posé la question de qu'est-ce que je vais pouvoir mettre après pour dire que, etc. Parce que là, ça, c'est un chemin qui fait qu'après, on s'en souvient. Moi, je les monte un peu comme ça, et du coup, je les redécouvre à chaque fois. Et du coup, je les oublie, et quand je les redécouvre, c'est toujours ce même processus. Et après, il y a quelque chose aussi qui, pour moi, est essentiel dans cette façon, dans ce rapport au cinéma, au montage et à l'art en général, c'est que bon, en ce qui concerne Chantal, c'est vraiment très très fort. On m'a demandé, on m'a souvent posé la question de si son cinéma était politique, et évidemment il paraît politique par ses sujets. Elle a, entre guillemets, dénoncé des choses, elle a, entre guillemets, été féministe, elle a documenté des situations, etc. Mais c'est pas ça le problème. Le cinéma de Chantal, il nous met en face de cet espace de pensée. Il nous perturbe, il nous questionne, il nous interroge, il nous confronte à nous-mêmes, à notre propre rapport au monde, par sa façon de filmer et d'être là en face des situations en présence, mais pas en conscience, ce que je trouve très différent. Ça crée un espace de pensée, et donc ça nous met en mouvement, et je ne sais pas ce qu'il y a de plus politique. Et justement, le déplacement qu'elle a opéré à un moment avec un travail parallèle au cinéma et un travail dans l'art contemporain, est-ce que ça lui a permis justement de se retrouver dans un milieu qui était différent de celui du cinéma, si étant donné qu'elle était partie prenante dans le milieu du cinéma, ou si elle avait des rapports sociaux avec les gens du milieu? Ou bien est-ce que ça lui a permis de trouver un nouveau souffle, un petit peu, justement, en travaillant à des installations faites pour des musées? Je ne sais pas si elle a trouvé un nouveau souffle, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que travailler sur les installations, ça a toujours été ça a tout de suite été un très, très grand plaisir pour elle, parce qu'elle ressentait une grande liberté, et elle disait que plus encore qu'un film, une installation se trouve au moment où on l'a fait, et se révèle par le travail lui-même. Donc, et puis elle aimait beaucoup le fait qu'on soit autonome. On travaillait chez elle, on bricolait des systèmes techniquement pour soit voir plusieurs images en même temps avec des magnétoscopes. Même avant le montage virtuel, il fallait qu'on synchronise des magnétoscopes. Enfin bon. Et puis jusqu'à la dernière installation là où on a réussi à mettre tout plein de haut-parleurs, d'enceintes dans la pièce, et puis pour essayer d'éprouver la spatialisation sonore. À chaque fois, on trouvait des systèmes, on découvrait ça, elle adorait, et puis elle disait, t'as vu, on peut tout faire chez nous, dans notre studio, t'as vu comme on est bien équipé, alors qu'on avait un matériel hyper simple, hein, mais c'est le fait d'être libre, de ne pas devoir rendre de compte non plus, de ne pas devoir expliquer ce qu'elle voulait faire, de ne pas avoir à budgéter, tout ça, elle adorait. Puis ensuite, ça nous faisait voyager, donc, et puis découvrir des espaces, et puis disposer ce qu'on avait prévu dans l'espace, tout ça, elle adorait. Après, je ne sais pas si on peut dire que oui, sûrement, ça lui a ouvert des portes, des rencontres, des possibilités. Après, Chantal n'a jamais... je ne sais pas si elle a découvert un nouveau milieu, parce que je ne sais même pas si elle faisait partie... Bon, elle a quand même dit une phrase très forte dans Là-bas, elle l'a dit souvent, mais elle l'a aussi dit dans Là-bas plusieurs fois, c'est qu'elle ne se sent pas appartenir. Et que je ne pense pas qu'elle était du milieu du cinéma.
elle a eu cette espèce d'éclat absolument fracassant de Jeanne Dielman, enfin cette explosion et qui a fait beaucoup de bruit pour elle, mais d'ailleurs après ça a plus jamais été pareil, hein. Elle disait elle a toujours recherché après à être aussi naïve et ce qu'elle disait, c'est sans vergogne qu'avant Jeanne Dielman. Après Jeanne Dielman, elle se sentait plus attendue. Et je crois que c'est cet espace-là qu'elle a aimé retrouver dans les installations, quelque chose comme l'espace vierge du début du cinéma. Je pourrais peut-être dire ça. C'est d'ailleurs à ce propos, c'est Christian Boltanski qui disait que, en parlant en tout cas de son déplacement, de ce cheminement des films vers l'espace d'exposition, qui avait comme quelque chose de l'ordre d'un basculement entre ce qui relève de la salle de cinéma et la salle d'exposition, un basculement qui s'est opéré entre ce qui relevait de l'art du temps et l'art de l'espace, et finalement elle est vraiment dans un entre-deux. Et puis on parlait tout à l'heure de cette question des présences, comme vous disiez, la place qu'elle voulait donner aussi aux spectateurs pour que les récits restent en mouvement. Finalement, son cinéma, il y a quelque chose qui est très fort, qui est très physique. Et avec ces expositions, ces installations, elle a donné aussi la possibilité d'une nouvelle réception qui se passe aussi par le corps, par le déplacement des spectateurs dans l'espace. Et est-ce que c'est quelque chose auquel se met forcément à la place du spectateur, mais est-ce que en opérant ce basculement, ce déplacement, par exemple, on parlait d'Est tout à l'heure, vous avez contribué vous avez fait le montage de d'Est. Comment est-ce que vous avez pensé l'exposition, l'installation des moniteurs? Est-ce que vous avez contribué vous disiez tout à l'heure que vous expérimentiez des choses, mais comment ça s'est fait? Comment est-ce que vous avez perçu à l'époque, et comment est-ce que vous percevez maintenant le fait que les spectateurs devenaient d'un coup avaient tout d'un coup possibilité de déambuler au sein de l'espace filmique? En fait, on a vraiment, alors pour le coup, on a vraiment découvert en faisant, mais alors au sens vraiment profond du terme, parce que non seulement on a découvert l'œuvre en la créant, mais en plus on a découvert une nouvelle façon de faire en travaillant. Oui, on a commencé par pour Dest, on a commencé par regarder le film sur 2 moniteurs un peu en décalé, puis en changeant le décalage, en essayant de voir qu'est-ce qui se créait comme résonance, comme écho entre les 2 images, et en essayant de noter à quel moment c'était intéressant, et à quel moment c'était intéressant. Et après, on s'est rendu compte que 2, c'était beau, mais qu'il y avait quelque chose justement de binaire. C'est-à-dire que soit on mettait 2 travelling et du coup, il y en avait un dans un sens et l'autre dans l'autre, ou bien un qui allait plus vite que l'autre, ou bien on mettait un intérieur et du coup, on était dans un rapport de dualité. Et du coup, c'est comme ça qu'on a mis un 3e écran. Et on s'est rendu compte en regardant le film sur 3 écrans là, il y avait un travail, quelque chose à trouver. Et du coup, on a décidé de fabriquer des triptyques. Et assez vite, on s'est rendu compte que c'était beau que les triptyques soient courts, parce que plus ils étaient courts, plus ils arrivaient à recommencer assez rapidement. Et du coup, plus on pouvait jouer avec des effets miroirs et des redites des mêmes. Et voilà, puis c'est comme ça, mais petit à petit, à tâtons, on a trouvé, mais je ne vais pas raconter parce que ça serait trop long, mais comment on a pu bricoler d'avoir les 3 images en même temps, puis après les 3 projetés avec 3 autres, donc on refilmait, enfin tout un système un peu compliqué. Et après on est arrivé à faire ces 8 triptyques, puis après on a commencé à faire des schémas pour voir comment ils pourraient être dans l'espace, et puis voilà, puis voilà, on découvrait quoi. Ça c'était la première, donc c'est celle-là sur laquelle je m'attarde un petit peu plus, mais
Après, à chaque installation, on a découvert des nouvelles choses. Je sais qu'à une certaine installation, on a travaillé aussi à dégrader l'image petit à petit. Il y avait l'image originale, et puis ensuite, on s'intéressait à la dégrader, à sa dégradation au fur et à mesure. Et du coup, c'est comme si l'image nous intéressait encore plus, si on détachait encore plus l'image de ce qu'on peut appeler son sujet. Et comme si on la travaillait encore plus dans sa substance, dans son organicité. Voilà, et là, je parle de l'image, mais on travaille aussi les sons. Et puis, c'était assez vertigineux, parce que c'était comme si... Boltanski parle de l'art du temps et l'art de l'espace. Et nous, on avait l'impression d'ajouter une deuxième dimension. C'est-à-dire qu'on travaille quand même dans le temps quand on travaille dans l'espace, parce que le temps, il est là. Mais c'est comme si on ajoutait un axe, quoi. On travaillait aussi. C'est pas juste une ligne comme ça qui avance. C'est une ligne il y a deux lignes, quoi. Il y a la ligne du temps et la ligne de l'espace, et on travaille les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on alors là, je parle de l'espace parce que je parle des façons dont les images résonnent les unes à côté des autres. Mais il y a effectivement la notion de l'espace qui est la profondeur et le chemin que ça crée pour le spectateur, ou que ça offre au spectateur. Et du coup, oui, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on en demandait encore plus aux spectateurs. Et ça nous a rendu, ça nous a excité encore plus, parce qu'on se disait... non seulement nous, on est libre, et nous, on est encore plus dégagé de cette injonction de signification, mais en plus, lui, il est encore plus actif. Du coup, c'était très beau, et c'est là que c'est magnifique de travailler de cette façon, et d'accepter de découvrir. C'est que c'est étonnant, et en même temps peut-être ça l'est pas tant que ça, mais c'est en travaillant comme ça et en dégageant encore plus des images de leur sujet, si on peut dire ça comme ça, que on a eu besoin de faire arriver les mots, et qu'il y a quelque chose qui a été nommé d'Est, qui n'avait jamais été nommé, et qui n'aurait peut-être jamais été nommé s'il n'y avait pas eu l'installation. Donc voilà, tout ça est très complexe. Il y a aussi des installations de Chantal, Maniac Summer et Maniac Shadows, où Chantal n'a jamais parlé si crûment dans une œuvre de la maniaco-dépression. Enfin, où elle a jamais été aussi visible que ça, même si on en a parlé à la radio. Et du coup, il y a quelque chose de à la fois moins dit et plus dit, en tout cas dit différemment. Enfin, Et pourtant, elle est quand même revenue à faire des films après avoir fait Ah oui, des non, mais parce que ça n'a expositions. pas été un déplacement au sens je quitte les films pour... C'était... il y a eu... Une expérimentation. Oui, et puis il y a beaucoup d'installations qui ont été faites à partir de films, et il y a aussi des installations qui ont été faites à partir d'images qui ont été conçues pour les installations. Enfin, il y a oui, c'est pas un tournant au sens je ne reviendrai pas. Non. Et puis oui, ça No Movie, et oui, c'est un... Donc, on l'a un peu vu tout au long de la discussion. Visiblement, là, l'écriture, en tout cas l'écriture documentaire des films, elle s'opérait plutôt une fois que la Mater Brut était enregistrée, une fois... Voilà. Mais il n'y avait pas de recherche, de volonté d'exprimer quelque chose dès le début. C'était plutôt avec la matière première que vous extrayiez du réel qui était capable de faire quelque chose. Et est-ce qu'en ce sens, on peut dire qu'Ackerman a créé un nouveau langage cinématographique, qu'elle a été capable vraiment de proposer quelque chose de nouveau, d'inédit dans le paysage au moins français, si ce n'est mondial? Est-ce qu'elle a participé à élaborer au cinéma, mais aussi là, comme on l'a vu, dans les installations, à la télévision, quelque chose de nouveau? Je pourrais pas dire ça, parce que déjà, moi, je suis pas du tout une grande historienne de cinéma, donc j'oserais jamais dire quelque chose comme ça. Je crois par ailleurs que tout le cinéma qu'on aime, enfin en tout cas celui qui nous fait vibrer,
celui qui me fait vibrer peut-être. C'est un cinéma qui travaille les matières et qui est pas, enfermé, qui est pas enfermé dans du pré-pensé et qui est pas une injonction à penser ceci ou à penser cela, mais qui est plus une invitation à penser. Et enfin, je sais pas, je pense comme ça, sans trop réfléchir à Tarkovsky. Je crois que c'est les films de Tarkovsky sont très organiques, sont très, enfin. Donc je sais pas. Je pourrais pas dire que par là elle a inventé. Après, je pense que chaque grand cinéaste amène quelque chose de nouveau, et je pense que Chantal avait un rapport très très particulier à la présence, à l'accueil du hasard, au risque. Son regard était extrêmement aiguisé. Elle regardait pas seulement avec les yeux, elle regardait avec tout son corps. Quand on regardait les images, on sentait que c'était son corps entier qui regardait les images. Quand elle voulait aller tourner, il y avait quelque chose de presque animal. Et je pense que son cinéma est empreint de toute cette force. Elle avait une énorme force. C'était quelque chose de viscéral pour elle aussi. Ouais. Je pense que ça, c'est je crois qu'elle était très 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 très. Enfin, je crois pas, je sais qu'elle était très 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 entière, et que du coup, elle était. C'est ça qui lui permettait aussi de parler si profondément à ceux qui acceptent de s'ouvrir. Et ça, je crois que c'est peut-être quelque chose de, je sais pas d'unique, mais en tout cas de particulier. Après, évidemment, moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont été touchés par le cinéma de Chantal, qui sont touchés par le cinéma de Chantal, donc ils me disent, et je sens chez beaucoup de gens, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont un rapport très intime avec Chantal. Des gens qui l'ont rencontrée une fois, à qui elle a accordé 1 heure, ou des gens qui l'ont jamais vue, viennent me dire, j'ai découvert tel film à tel moment de ma vie, ça a été un moment, etc. C'est extrêmement souvent, donc j'ai l'impression qu'elle a cette façon d'être. Enfin, elle a réussi à rentrer dans l'intimité des gens par le fait de ce qu'elle est, et de ce qu'elle est de manière si simple, qui est assez unique. Maintenant, je suis forcément, du fait même de ma position, d'avoir travaillé si proche d'elle, je rencontre des gens qui me parlent d'elle. Peut-être que des gens qui ont travaillé avec d'autres cinéastes ont ce même genre de rencontre avec d'autres gens. Mais en plus, moi, j'ai toujours du mal avec les superlatifs et les classements. Donc je sais pas dire autrement que oui, je pense que c'est quelqu'un en tout cas, qui a déjà marqué et qui va marquer encore longtemps. Et je suis très très heureuse de ça, de revoir. De sentir à quel point les jeunes continuent à la découvrir, continuent à l'aimer, ouais, comme elle est moderne, elle est profondément moderne. Parce que c'est aussi ça, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la modernité qu'elle a. Mais quand je parle de la modernité, je parle aussi du travail de Bob Wilson, Einstein on the Beach, et qui est novateur. Alors Chantal, elle a continué ça, elle est novatrice, enfin elle a continué à sa façon à elle. Hein. Mais c'est tous ces gens qui nous marquent profondément et pour longtemps, je pense. Merci Claire de nous avoir accordé cet entretien. On est ravis d'avoir pu échanger avec vous autour de l'œuvre de Chantal Akerman et de la collaboration que vous avez instaurée avec elle tout au long de ces années. On espère que l'entretien a été riche et on va pouvoir désormais s'arrêter sur ces mots. Et encore une fois, merci. Vous étiez cataloguée comme une cinéaste intellectuelle, entre guillemets. Ben, c'est étrange parce que je crois pas que je sois une intellectuelle et je crois que mes films sont tous sauf intellectuels. Ils portent peut-être des idées,
Mais les idées, souvent, je les remarque après que le film soit fait. Je crois que les films que je fais sont sensuels et sentis et physiques. Et d'ailleurs, le style est un style très physique. Ça joue sur les nerfs, sur la vision. Mais c'est l'émotion qui prime. Oui, l'émotion, le style, la forme, les personnages, le rythme. Tout ça, c'est pas des choses intellectuelles. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le top parade de l'année 2021. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir.